Il Y a 6 ans, j'ai tout quitté pour poursuivre une idée stupide. Tu vas échouer. Ma sœur m'a bloqué. Mes parents ont disparu. Le mois dernier, mon entreprise a atteint 10 millions de dollars. À 1h du matin, quelqu'un a frappé. J'ai ouvert la porte et ma sœur était là, tremblante au point il faut qu'on parle. Je m'appelle Sharon Garcia, j'ai 32 ans, je vis à Denver, Colorado. Il y a 6 ans, ma famille a pris une décision me concernant. Je ne sais pas exactement quand cela s'est produit, si c'était une conversation ou un silence qui a simplement grandi jusqu'à prendre sa propre forme. Mais à un certain moment, mon père, ma mère et ma sœur se sont mis d'accord, sans jamais le dire à voix haute, que la chose la plus gentille qu'ils pouvaient faire était de me laisser échouer seul. Ma sœur fut celle qui l'exécuta. Elle m'a bloqué en premier. Puis mes parents ont cessé de répondre à mes appels. Pendant 6 ans, j'ai été effacé du groupe de discussion familiale, des photos de vacances, des conversations à table. Le mois dernier, l'Humaine Créative, l'entreprise que j'ai bâtie pendant les années où il ne regardait pas, a atteint 10 millions de dollars. Et puis Carla a frappé à ma porte à 1h du matin, tremblante. Il y a quelque chose qu'elle ne m'a jamais dit. Je n'ai découvert ce que c'était qu'à 1h du matin en novembre dernier, debout dans ma cuisine, en chaussettes, regardant ma sœur s'effondrer devant moi pour la première fois de nos vies. Mais avant d'en arriver là, je dois vous dire qui nous étions avant le silence. Parce que rien de ce qui s'est passé ensuite n'a de sens sans l'avant. Mon père, le docteur Raymond Garcia, est médecin généraliste à Denver depuis plus de 25 ans. Il a grandi à une époque spécifique de la médecine où le diplôme accroché au mur signifiait quelque chose d'absolu. Où une blouse blanche n'était pas seulement un vêtement, mais une déclaration de ce que l'on avait décidé de devenir. Il a exercé à l'hôpital Saint-Anthony au même étage, dans la même spécialité, pendant la majeure partie de mon enfance. Il a acheté une maison dans le quartier de Wash Park en 2003. Il conduisait une Volvo. Il emmenait la famille à l'église à Pâques et à Noël. Il croyait en la discipline, la structure et la sécurité extraordinaire d'un chemin déjà éprouvé. Ma mère, Patricia, a été infirmière pendant 20 ans avant d'arrêter de travailler pour élever Carla et moi. Elle était la plus douce des deux en apparence, voix plus chaude, rire plus facile, mais pas en substance. Elle avait appris au fil des décennies de mariage à s'organiser autour du cadre de mon père. Non pas qu'elle n'avait pas d'opinion. Elle en avait beaucoup. Mais dans notre maison, son architecture était le mur porteur. Tout le reste était construit autour. Ma sœur Carla a 4 ans de plus que moi. Elle est brillante d'une manière spécifique qui fait que les gens vous appellent fiable, précise, posée, jamais visiblement déstabilisée. Elle est devenue assistante médicale à 32 ans et a pris un poste à Saint-Anthony, le même hôpital où mon père avait travaillé pendant 20 ans. Elle avait son propre appartement à 5 minutes de là. Elle déjeunait avec mes parents la plupart des dimanches. Sa vie correspondait si parfaitement au modèle. Cela semblait sans effort. En grandissant, les conversations à table dans notre maison avaient une structure spécifique. Mon père demandait ce que nous avions appris ce jour-là. Carla avait une réponse. J'improvisais. Je n'étais pas une mauvaise élève. J'étais une élève curieuse, ce qui, dans ma famille, ressemblait souvent à la même chose, mais ne l'était pas. Je posais des questions qui n'avaient pas de réponse claire. J'ai passé un été entier à apprendre le design graphique à partir de tutoriels YouTube et de livres de bibliothèque, ce que mon père a brièvement reconnu une fois avec le genre de hochement de tête que l'on donne à quelqu'un qui explique un hobby dont on ne voit pas bien l'intérêt. Proches comme le sont les sœurs, quand l'une d'elles cherche encore sa place et que l'autre la connaît déjà, elle restait au téléphone avec moi jusqu'à 2 ou 3 heures du matin quand je ne pouvais pas dormir. Elle connaissait mon écriture, mes habitudes nerveuses, la manière spécifique dont je devenais silencieuse quand j'étais submergée. Elle était la première personne que j'appelais quand il se passait quelque chose. Je veux que vous vous souveniez de cette version d'elle, celle qui veillait avec moi à 3 heures du matin, car c'est la même personne qui, des années plus tard, m'a bloqué un mardi matin sans un seul mot. Et la distance entre ces deux versions d'elle est la majeure partie de cette histoire. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université du Colorado Boulder en 2015 avec un diplôme en marketing. Mon père est venu à la remise des diplômes. Il m'a serré la main devant l'arène sous le soleil éclatant de juin et m'a dit, « Maintenant, fais en quelque chose. » C'était tout le discours. Il avait voulu que j'étudie la pré-médecine ou au minimum les affaires avec une spécialisation en administration de la santé.
Le marketing fut le compromis auquel nous sommes parvenus après une conversation. Je m'en souviens moins pour ce qui a été dit que pour ce qui ne l'a pas été. Il ne l'a pas interdit. Il a juste précisé, avec la précision particulière qu'il réservait aux évaluations cliniques, qu'il considérait cela comme un choix de consolation, quelque chose que l'on poursuit quand on n'a pas la discipline pour quelque chose de plus difficile. J'ai passé les 4 années suivantes dans une entreprise appelée Elvat Health Communication dans le centre-ville de Denver. Coordinatrice marketing, 52 000 $ par an, bonne assurance maladie, une contribution de l'employeur au 401K, un patron qui utilisait la phrase « revenons-y plus tard » à chaque réunion sans conscience de soi apparente. J'étais stable. J'étais fonctionnel. Je m'ennuyais d'une manière qui ressemblait à une eau qui monte. Lentement, par petites touches, jamais de manière assez dramatique pour justifier l'alarme. Mais je suis resté 4 ans. Je suis resté, non pas parce que j'aimais ça, mais parce que j'attendais la permission de partir. Et dans ma famille, cette permission avait une forme très spécifique. Elle ressemblait à mon père hochant la tête, posant sa fourchette et disant « Cela semble raisonnable ». La permission n'est jamais venue. Alors finalement, j'ai cessé de l'attendre. L'idée a germé sur environ 1 an à partir de 2018. Je voyais constamment le même problème dans mon travail chez Elvat, puis lors des conversations avec les clients, et ensuite partout où je regardais, les startups du secteur de la santé et les marques de bien-être de taille moyenne étaient anéanties dans leur marketing. Non pas parce que leurs produits étaient faibles, mais parce que leur identité de marque était inexistante. Elles avaient des logos qui semblaient avoir été conçus en 2004. Des sites web avec des photos d'archives de gens souriant à des salades. Des médias sociaux qui ressemblaient à des conditions générales d'utilisation avec un filtre par-dessus. Pendant ce temps, les agences qui pouvaient réellement résoudre ce problème facturaient des honoraires de 500 000 $ aux systèmes hospitaliers et aux entreprises pharmaceutiques. Personne ne servait le milieu de gamme. Les clients de 50 000 à 200 000 $ qui avaient besoin d'un travail créatif sérieux mais ne pouvaient pas justifier une relation massive avec une agence. L'écart était réel. Il était spécifique. Et je pouvais voir exactement comment le combler. J'ai écrit un plan d'affaires sur 3 mois, 14 pages. Prévision de revenus pour 3 ans. Profil client cible, modèle de tarification, approche de mise sur le marché. J'ai prévu 120 000 $ de chiffre d'affaires la première année, basé sur 8 à 12 clients à 10 000 à 15 000 $ par projet. J'ai appelé l'entreprise Lumen Créative. Lumen, une unité de lumière. Je voulais un nom qui évoque la clarté, comme être enfin vu après une longue période dans le mauvais cadre. J'ai montré le plan à une seule personne avant de décider de démissionner. Carla. C'était un mardi soir de juin 2019. Nous étions assises dans sa cuisine, les fenêtres ouvertes, la lumière entrant basse et chaude. J'ai fait glisser les 14 pages sur le comptoir. Elle s'est servi un verre de vin et a lu chaque page sans rien dire. Quand elle a eu fini, elle l'a posé délicatement, a redressé les bords et a levé les yeux. Elle n'a pas dit que c'était excitant. Elle n'a pas dit que c'était risqué. Elle n'a pas dit ce que j'avais préparé à entendre. Elle a dit, « As-tu déjà dit à papa ?» Pas, « C'est intéressant. » Pas, « J'ai des inquiétudes. » Juste, « As-tu déjà dit à papa ?» Je me souviens du silence qui a suivi. La façon dont cette question s'est posée entre nous sur le comptoir à côté du plan d'affaires, comme quelque chose qu'elle y avait placé très délibérément. Pas encore, ai-je dit. Je vais lui dire dimanche prochain. Elle a hoché la tête. Elle a pris une gorgée de vin. Elle a dit, d'accord. C'était tout. Je suis rentré chez moi en pensant que la conversation s'était bien passée. J'aurais dû entendre l'avertissement dans la question qu'elle avait posée au lieu de la réaction qu'elle n'avait pas eue. J'aurais dû comprendre que « as-tu dit à papa » n'était pas de la curiosité. C'était un aperçu. C'était Carla qui savait déjà ce qui allait arriver et qui était incapable ou peu disposée à le dire directement. Mais je ne l'ai pas entendu. Ce fut la dernière fois que Carla et moi nous sommes assises seules dans une pièce sans que quelque chose ne soit brisé entre nous. J'ai informé mon père un dimanche de septembre 2019. Dîner, poulet rôti, haricots verts de ma mère, une bouteille de Malbec que j'avais apportée parce que je pensais que cela adoucirait quelque chose dont je ne savais pas encore qu'il avait besoin d'être adouci. Carla était là. Tout était ordinaire. Une fois les assiettes débarrassées, j'ai exposé les choses calmement comme je l'avais répété.
L'écart sur le marché, le plan d'affaires, les prévisions de revenus, le nom. Je lui ai dit que je prévoyais de démissionner d'Elvad dans 2 semaines. Mon père a écouté sans m'interrompre. C'était son habitude quand il préparait une réponse. Il vous laissait toute latitude. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Puis il a posé sa fourchette. Il posait toujours sa fourchette avant de dire quelque chose d'important. Tout le monde à cette table le savait. C'est une idée stupide, Sharon, a-t-il dit. Pas naïve. Stupide. Il y a une différence. Ma mère n'a rien dit. J'ai regardé Carla. Elle coupait son poulet. Elle n'a pas levé les yeux. J'ai 14 pages d'analyse de marché, ai-je dit. L'écart est réel. Les clients existent. J'ai modélisé les revenus. L'écart est réel, a-t-il répété lentement comme s'il examinait une lame d'échantillon. Tu as 26 ans. Tu n'as jamais dirigé d'entreprise. Tu n'as jamais géré de relation client en dehors d'un contrat d'une autre personne. Et tu veux quitter un poste stable dans une entreprise réputée parce que tu vois un écart. Oui, ai-je dit. Tu as un diplôme de CU Boulder, a-t-il dit, et 4 ans d'expérience réelle. Ne gâche pas ça pour ça. J'ai regardé autour de la table une dernière fois. Ma mère avait les mains jointes sur ses genoux. Carla regardait toujours son assiette. Personne n'a rien dit d'autre. Je suis rentré chez moi dans un silence complet. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de mon immeuble d'appartement sur Kfax Avenue pendant 23 minutes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je suis monté et j'ai terminé ma lettre de démission. J'ai soumis ma démission le 16 septembre 2019. Le même jour, j'ai envoyé un SMS à Carla. Je l'ai fait. J'ai donné ma démission. Le message est resté non distribué pendant 3 jours. Le 3e jour, j'ai vérifié à nouveau. Sa photo de contact avait disparu. Le fil de discussion e-message était devenu vert. Elle m'avait bloqué. Pas d'appel, pas de SMS, pas d'explication. Elle m'avait simplement supprimé. Je suis resté dans ma cuisine et j'ai fixé mon téléphone pendant longtemps. Puis je l'ai posé face contre le comptoir et j'ai fait du café parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de mes mains. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché au 2e coup. Sharon, a-t-elle dit, ton père est très déçu. Puis elle a raccroché. Pas je suis déçu. Pas nous sommes déçus. Toujours, spécifiquement, mon père. Comme si ses sentiments exigeaient son attribution pour être valides. Comme si même sa déception était administrée en son nom. J'ai noté cela sans comprendre pleinement ce que cela signifiait avant bien plus tard. Thanksgiving 2019. J'ai appelé ma mère 2 semaines avant pour lui demander les plans. Elle a dit, ce sera petit cette année. J'ai attendu. Elle n'a rien dit d'autre. Petit, ai-je dit. Juste la famille proche. Elle a dit, c'est plus facile. J'ai compris que je ne faisais plus partie de la géométrie de la famille proche. J'avais été soustraite proprement, avec très peu de drame, comme une variable retirée d'une équation qui restait équilibrée sans elle. J'ai passé Thanksgiving seul dans mon appartement sur Kfax. J'ai commandé dans un restaurant péruvien à 3 pâtés de maison. 34 $. Je me souviens du chiffre parce que j'ai vérifié mon compte bancaire après. 6200 $ restants. 6200 $ entre moi et l'endroit où je devrais admettre que mon père avait raison. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai travaillé jusqu'à minuit. Le lundi suivant, j'ai reçu une notification. Carla m'avait retiré de ses contacts sur LinkedIn. Pas seulement le blocage personnel, le professionnel aussi. Elle m'avait excisé de toutes les plateformes, de tous les canaux, de tous les fils numériques qui connectaient nos vies. Celui-là a eu un effet différent des autres. Je ne suis toujours pas complètement sûr pourquoi. Peut-être parce que LinkedIn semblait délibéré d'une manière spécifique. Ce n'était pas seulement une distance personnelle. C'était un signal qu'elle ne voulait même pas d'une association professionnelle avec ce que je faisais. Qu'elle mettait de l'espace entre mon nom et le sien dans un contexte où les noms et les réputations sont une monnaie. J'ai fermé l'application. Je suis retourné à mon dossier de présentation. Décembre 2019. J'ai appelé mon père pour lui souhaiter un joyeux Noël.
Il a décroché. L'appel a duré 4 minutes. Il m'a demandé comment les choses allaient. J'ai dit qu'elles allaient. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, quand tu seras prête à revenir à la réalité, nous serons là. Puis il a raccroché. J'ai tenu le téléphone un moment après, non pas parce que j'étais dévasté. J'alternais entre la dévastation et l'engourdissement les jours pairs et impairs depuis 3 mois, et je commençais à bien connaître ces deux états. Je l'ai tenu parce que quelque chose en moi calculait. Il attendait un résultat précis. Il était patient de la manière dont les gens sont patients lorsqu'ils sont certains du résultat. Il était assis dans sa maison à Wash Park, dans sa Volvo, avec ses 25 ans de certitude sur le fonctionnement du monde, et il attendait que je confirme sa thèse. J'ai pris une décision à ce moment-là, à laquelle je suis revenu plusieurs fois depuis. Je n'allais pas lui donner cela. J'ai raccroché le téléphone. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à rédiger un email de prospection à mon premier client potentiel. Janvier 2020, l'Humaine Créative a officiellement été lancée. Février 2020, j'avais 3 pistes chaudes et 2 conversations en cours. 11 mars 2020, le monde s'est arrêté. J'avais une réunion de présentation prévue pour le 18 mars avec une start-up de bien-être à Boulder. C'était exactement mon client cible, un cabinet de santé intégrative de taille moyenne qui avait besoin d'une refonte complète de la marque, d'une direction photographique, d'une refonte du site web, le genre de projet qui aurait coûté 18 000 $ et une pièce solide pour le portfolio. L'email est arrivé à 23h47 la veille au soir. Bonjour Sharon. Point. Étant donné les circonstances actuelles, nous mettons en pause toutes les dépenses non essentielles indéfiniment. Nous espérons reprendre contact lorsque les choses se stabiliseront. Prenez soin de vous. Je suis resté longtemps avec cet email. Le lendemain, 2 autres prospects ont envoyé des versions du même message. En une semaine, je n'avais plus rien dans le pipeline. Les budgets marketing de la santé avaient gelé. Chaque client potentiel était en mode crise, se tournant vers les communications Covid, coupant tout le reste. J'avais 1 840 $ sur mon compte professionnel. Le loyer était de 1 200 $ par mois. J'ai demandé le chômage. J'ai été refusé parce que j'étais techniquement indépendante. Je me souviens d'être resté dans ma cuisine un mardi matin d'avril 2020, mangeant des céréales parce que c'était bon marché, regardant la rue devant ma fenêtre où rien ne bougeait. J'ai pensé à appeler mon père. J'ai pris mon téléphone. J'avais son numéro ouvert. Je l'ai reposé. Pas par fierté, ou pas entièrement, mais parce que je savais ce qu'il dirait. Et je savais qu'entendre cela à ce moment-là, avec 1 840 $ sur mon compte, sans clients et une pandémie mondiale démantelant toutes les hypothèses sur lesquelles j'avais construit mon plan, ne serait pas une conversation. Ce serait une confirmation. Et je n'étais pas prête à lui donner cette confirmation. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai pivoté en mai. Au lieu de projets de marque à grande échelle, j'ai commencé à offrir quelque chose de plus petit. Des forfaits d'audit de marque. Une analyse approfondie de l'identité visuelle, du message et du positionnement actuel d'une entreprise avec un rapport écrit et des recommandations spécifiques. 1 500 $, assez petit pour que même un client dont le budget était gelé puisse le justifier comme une dépense nécessaire, assez concret pour offrir une valeur réelle. J'ai trouvé 3 clients en mai et juin, 2 petits cabinets, une start-up de télésanté qui avait été lancée pendant le Covid et avait besoin d'aide pour paraître crédible rapidement. Aucun d'entre eux n'était les clients que j'avais prévus, mais ils étaient réels. Lors d'un appel client cet été-là, le fondateur a demandé « Êtes-vous une entreprise individuelle ou avez-vous une équipe ?» J'ai dit sans hésitation « Nous sommes une équipe de spécialistes concentrés. » Ce n'était pas techniquement exact. J'étais une équipe d'une personne, assise à ma table de cuisine dans un appartement de 620 pieds carrés, portant un blazer en haut et un jogging en bas parce que la caméra ne montrait que de la taille aux épaules. Mais en le disant, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas un mensonge. C'était une déclaration de vision. Et la distance entre où j'étais et où cette phrase me plaçait n'était simplement que le travail qu'il me restait à faire. Chiffre d'affaires total pour 2020, 28 400 $ avant dépenses, avant impôts. Mon salaire chez Elvat avait été de 52 000 $. Je connaissais ce chiffre chaque jour. Noël 2020. Pour la première fois, je n'ai pas pris contact. Pas d'appel, pas de SMS,
pas de carte. J'ai décidé de voir ce qui se passait quand j'arrêtais d'initier. Quand je laissais le silence exister des deux côtés et voyais ce que l'autre côté en ferait, rien. Personne n'a pris contact. 26 décembre 2020. Je suis resté avec le fait que j'avais été complètement silencieuse pendant 12 mois et qu'aucun membre de ma famille ne l'avait brisé. Ce qui m'a surprise, c'est que cela ne ressemblait plus à de l'abandon. Cela ressemblait à des données. Mais il y avait une chose que je ne pouvais pas tout à fait situer. Quelque part en octobre 2020, j'avais posté une étude de cas sur le compte Instagram de l'Humaine Créative, l'un des petits projets de marque de télésanté, avant et après, avec les résultats. C'était un post modeste. Probablement 30 personnes l'ont vu. L'une d'elles, un compte sans photo de profil, sans publication, ne suivant qu'un seul compte, l'avait aimé. Le compte ne suivait que l'Humaine Créative. Je l'ai remarqué. Je n'ai rien fait à ce sujet. Je ne l'ai pas bloqué, ni rappelé, ni enquêté. Je l'ai simplement laissé. Mais j'y ai pensé plus que je ne l'admettais à moi-même. À qui dans ma vie suivrait un compte fantôme, à qui voudrait regarder sans être vu? J'ai laissé la porte entrouverte, juste au cas où. Chiffre d'affaires pour l'année, 89 000 $. La première année où j'ai gagné plus que chez Elvat. La première année où les chiffres commençaient à ressembler à un argument plutôt qu'à une prière. Mais je le faisais seul. 70 à 80 heures par semaine, chaque semaine pendant 12 mois. En juin, j'avais cessé de dormir normalement. En août, je dormais trop. 12, 14 heures certains jours. Non pas de la dépression exactement, mais d'une sorte d'épuisement systémique qui donnait l'impression que mon corps avait simplement refusé de continuer sans renégociation. Je me souviens m'être réveillé à 14 heures un mercredi et être resté complètement immobile, fixant le plafond, pas triste, pas heureuse, juste vide, comme si j'avais fonctionné avec quelque chose qui avait finalement manqué. C'était la semaine où j'ai compris que j'avais besoin d'aide. En septembre 2021, j'ai embauché ma première sous-traitante, Brittany Walsh, une rédactrice que j'avais trouvée via un groupe Facebook professionnel basé à Denver, facturant 35 $ de l'heure. Elle était rapide, elle était vive, et elle comprenait le langage de la santé d'une manière que la plupart des rédacteurs généralistes ne comprenaient pas. Je lui ai envoyé 3 projets tests. Elle a livré les 3 en avance sur le calendrier. Je l'ai gardé. Décembre 2021, ma mère a appelé. J'ai répondu parce que c'était le premier appel depuis plus d'1 an et parce que j'étais une personne qui répondait toujours aux appels de sa mère malgré des preuves significatives que ce n'était pas toujours un exercice gratifiant. Ton père et moi allons à Scottsdale pour les fêtes, a-t-elle dit, puis une pause. Tu devrais appeler Carla un de ces jours. D'accord, ai-je dit. Elle a raccroché. Pas comment vas-tu, pas tu nous manques, pas laisse-moi t'expliquer pourquoi nous sommes restés silencieux pendant 1 an. Juste tu devrais appeler Carla un de ces jours. Comme si la responsabilité de réparer ce qui avait été brisé m'incombait, comme toujours, d'initier, comme si j'avais fait quelque chose à Carla plutôt que l'inverse. Je n'ai pas appelé Carla. J'ai fermé mon ordinateur portable, mis mon manteau et marché autour de Wash Park pendant 1 heure dans le froid de décembre, seul, jusqu'à ce que je me sente moi-même à nouveau. Puis je suis rentré chez moi et j'ai travaillé jusqu'à minuit. Février 2022 fut le moment où tout a changé. J'étais en conversation avec Meridian Wellness Group, une chaîne régionale de cliniques de santé intégrative, 14 sites dans le Colorado et l'Utah, depuis 6 semaines. La prise de contact initiale avait été la mienne, un email de prospection envoyé à leur vice-présidente marketing que j'avais réécrit 11 fois avant de l'envoyer. Ils avaient besoin de tout. Stratégie de marque, refonte de l'identité visuelle, architecture de contenu numérique, communication destinée aux patients sur tous les sites. C'était le genre de projet pour lequel j'avais créé l'Humaine Créative. La réunion de présentation a eu lieu dans leur salle de conférence à Cherry Creek. J'ai amené 2 membres de l'équipe, Britney et un designer avec qui je travaillais en sous-traitance depuis 4 mois. 3 personnes assises face à 7. Quand je suis entré et que j'ai regardé leurs matériels existants, j'ai immédiatement compris que l'écart que j'avais identifié en 2018 était toujours exactement là où je l'avais laissé, toujours complètement non résolu. La présentation a duré 90 minutes. Nous avons obtenu le contrat, 180 000 $ pour la première année, renouvelable avec des déclencheurs de performance. Je me souviens être rentré à mon bureau, un bureau en espace de coworking à Reno qui coûtait 400 $ par mois,
et être restée assise dans ma voiture dans le parking souterrain pendant un moment avant d'entrer. Non pas pour célébrer, juste pour faire le bilan de ce que cela signifiait, de ce que cela avait coûté pour arriver dans une pièce où une telle conversation était possible. Plus tard cette nuit-là, j'étais assise à ma table de cuisine, la même table où j'avais mangé des céréales pour le dîner en 2020, où j'avais écrit des emails de prospection à des clients qui n'avaient jamais répondu, et j'ai signé le contrat. J'ai envoyé un SMS à Donna. Donna Reyes était ma plus proche amie depuis Boulder, infirmière praticienne à Fort Collins, la seule personne en dehors de l'humaine qui savait ce que je construisais. Notre système de célébration entier pendant 2 ans avait été, j'envoie un chiffre, elle répond et déchire tout. J'ai envoyé, contrat de $180 000 signé. Elle a répondu en 20 secondes, déchire tout. Et puis une série d'émojis flammes. J'ai posé mon téléphone face contre la table et je me suis permis de savourer ce moment pendant exactement 10 minutes. Puis j'ai ouvert la prochaine proposition. Chiffre d'affaires total pour 2022, $420 000. En septembre, j'ai signé un bail pour un vrai espace de bureau dans le quartier artistique de Reno. $1,800 par mois. Une pièce avec des fenêtres et une cuisine et une table assez longue pour une vraie équipe. Le jour où j'ai emménagé, j'ai acheté une plante succulente à la jardinerie du rez-de-chaussée, $12. J'ai payé avec la carte de crédit Lumen Créative, la première fois que je l'utilisais pour quelque chose qui n'était pas strictement nécessaire. J'ai gardé le reçu. Le compte anonyme a aimé une autre publication en octobre 2023. À ce moment-là, j'avais remarqué le schéma. Il n'apparaissait que pour les étapes clés, pas le contenu quotidien, pas les publications sur le processus ou les mises à jour générales, seulement les choses qui comptaient. L'annonce de Méridian, le nouveau bureau, la photo d'équipe que nous avions prise en juillet lorsque nous avons atteint 8 employés à temps plein. Cette fois, j'ai cliqué sur le profil. Pas de photo, pas de publication, pas de bio, 0 abonné, suivant un seul compte, Lumen Créative. Je suis resté avec cela pendant un moment. Qui que ce soit, ils avaient regardé pendant 3 ans. Ils avaient suivi chaque moment significatif assez attentivement pour savoir lesquels marquer. Ils le faisaient tranquillement, invisiblement, d'une manière qui laissait presque aucune trace. J'ai pensé à le bloquer. J'ai pensé à envoyer un message. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas bloqué. J'ai écrit dans mon journal cette nuit-là. Peut-être que je voulais être vu. Peut-être que j'avais besoin que quelqu'un de cette partie de ma vie soit témoin de ce que je construisais, même s'il ne le dirait jamais. Ou peut-être que je laissais juste la porte entr'ouverte, juste au cas où. J'ai fermé mon journal. Je suis retourné au travail. Le même mois, le magazine Colorado Bees a publié un court article, 2 paragraphes, mon nom, une photo du bureau de Reno. Le titre était « Les perturbateurs silencieux de Denver ». 5 agences redéfinissant le marketing de la santé. J'en ai acheté un exemplaire. Je le sortais de mon sac tous les quelques jours et le regardais. J'ai pensé à l'envoyer par la poste à mes parents. J'ai acheté un timbre. Je l'ai mis dans la poche de mon manteau et je l'ai porté sur moi pendant 2 semaines. Je ne l'ai jamais envoyé. Finalement, je l'ai encadré et accroché au mur de mon bureau derrière mon bureau où je pouvais le voir tous les jours sans avoir à l'expliquer à personne. 2023 s'est terminé avec 1,2 million de chiffre d'affaires. J'ai embauché Daniel Foster comme directeur des opérations en janvier 2024. 38 ans, ancien vice-président marketing d'un système de santé de taille moyenne à Phoenix. Il venait d'un monde où tout passait par des comités et des chaînes d'approbation et des fils de discussion par email à 12 personnes. Sa première semaine, il n'arrêtait pas de demander qui il devait mettre en copie pour les décisions. J'ai dit, juste moi. Il a semblé sincèrement confus. La 3e semaine, il a cessé de demander. Nous nous sommes développés en dehors du Colorado au 2e trimestre 2024. 3 clients en Californie, 2 au Texas, 1 à Nashville. En septembre, j'ai signé un bail pour un véritable bureau au 1400 Hiawatha Street dans le centre-ville de Denver, 3200 pieds carrés, une salle de conférence avec un mur de verre, une cuisine où les gens faisaient réellement du café et se parlaient. J'ai signé le bail seul, ma signature sur la ligne pointillée, le nom de mon entreprise en haut du document, ma main ferme sur le stylo. Chiffre d'affaires total pour 2024, $4 800 000. Personne dans ma famille ne le savait. En septembre,
après avoir emménagé dans le bureau de Uiwada, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Une chaîne aléatoire de caractères qui rendait impossible de répondre. La ligne d'objet était un seul mot, félicitations. Pas de corps de texte, pas de signature, rien. Je l'ai fixé longtemps. Puis je l'ai marqué comme spam et je suis retourné à une proposition client que j'étais en train d'examiner. Mais j'y ai pensé pendant des jours après. La précision du timing, le mot unique, l'adresse intraçable. Quelqu'un qui savait, qui avait observé assez attentivement pour connaître l'actualité du bureau, l'expansion, l'ampleur de ce que l'humain était devenu, et ne pouvait pas rester complètement silencieux, mais ne pouvait pas non plus briser le silence correctement. Un mot à travers un email fantôme, une main tendant à travers un mur qu'il n'était pas prêt à abattre. Je l'ai archivé. J'ai continué à travailler. 14 octobre 2025. Ma directrice financière, une embauche à temps partiel, une femme brillante nommée Gwen, qui travaillait avec 4 entreprises et gérait les finances comme un chirurgien, m'a envoyé le rapport de clôture du 3e trimestre à 9h06. Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai relu, puis une 3e fois. L'Humaine Créative avait dépassé 10 millions de dollars de chiffre d'affaires cumulé depuis le début de l'année. Je suis resté assise à mon bureau au 1400 Uiwada et je n'ai pas bougé pendant plusieurs minutes. La plante succulente de 2022 était toujours sur le coin de mon bureau, légèrement plus grande que lorsque je l'avais achetée, toujours dans le même pot en céramique. Je l'ai regardée un moment. J'ai envoyé un SMS à Donna, 10 millions. Elle a répondu en 30 secondes, déchire tout. En majuscule. Cet emoji flamme. J'ai posé mon téléphone face contre terre. Je n'ai rien posté. Pas d'annonce, pas de communiqué de presse, pas de dîner avec l'équipe. J'ai commandé des pizzas au bureau à 18h et nous avons travaillé jusqu'à 22h. Le lendemain matin, j'étais là à 8h. 6 ans plus tôt, j'étais assise dans ma voiture dans un parking souterrain avec 1840 $ sur mon compte, mangeant des céréales pour le dîner, bloqué par ma sœur, effacé de la table des fêtes de ma famille. J'ai tenu ces deux choses simultanément, et je les ai laissées exister côte à côte sans essayer de les résoudre. 4 semaines plus tard, à 1h du matin un mardi, quelqu'un a frappé à ma porte. 11 novembre 2025. J'avais travaillé de chez moi ce jour-là, un appel client le matin, une révision de proposition l'après-midi, un fil de mai avec un nouveau prospect à Phoenix qui avait duré plus longtemps que prévu. Vers 22h, j'ai fermé mon ordinateur portable, me suis versé un verre de vin, me suis assise sur mon canapé et j'ai fait quelque chose que je ne m'autorisais presque jamais à faire, rien. Je me suis assise dans le silence de mon appartement, et je l'ai laissé exister sans le remplir. Mon appartement était à Wash Park. J'avais déménagé dans le quartier en 2023. Pas délibérément près de mes parents. Pas délibérément loin non plus. La maison où j'avais grandi était à 0,8 milles de ma porte d'entrée. J'étais passé devant plusieurs fois sans m'arrêter. Je n'y suis jamais entré. Cette nuit-là, assise avec mon vin dans le calme, j'ai pensé à la table de la salle à manger de mon père. J'ai pensé à la façon dont Carla avait coupé son poulet sans lever les yeux. J'ai pensé à une question à laquelle je n'avais jamais vraiment pu répondre. Avait-elle été d'accord avec lui ce soir-là, ou avait-elle simplement été incapable de ne pas être d'accord? J'avais passé 6 ans à décider que c'était la première option. Vers minuit, j'ai vérifié mon téléphone, n'ai rien trouvé, et je suis allé me coucher. Je me suis allongé dans le noir. Je n'étais pas tout à fait endormi quand c'est arrivé, pas tout à fait éveillé non plus. Cet état intermédiaire particulier où vos pensées commencent à perdre leur contour. J'ai pensé au compte anonyme. J'étais retourné le voir quelques semaines plus tôt et j'avais regardé la liste des publications qu'il avait aimées. 11 au total sur 5 ans. Chacune était une étape clé, pas un engagement aléatoire. Une attention ciblée. Quelqu'un qui connaissait assez bien mon travail pour identifier les moments significatifs et les marquer précisément. J'ai pensé à l'email. Félicitations, un seul mot. J'ai pensé au timbre que je n'avais jamais utilisé. 1h03 du matin. 3 coups. Je n'ai pas bougé immédiatement. Je suis resté allongé dans le noir et j'ai écouté. Les coups n'étaient pas frénétiques, pas urgents comme une urgence, juste présents, insistant d'une manière calme, comme quelqu'un qui avait réfléchi très attentivement à l'opportunité de frapper du tout et avait décidé oui, mais doucement. Je me suis levé.
Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai marché jusqu'à la porte. J'ai regardé par le Judas. Carla se tenait dans le couloir. Elle ne regardait pas la porte. Elle regardait légèrement vers le bas, à gauche, comme les gens regardent quand ils ont une conversation intérieure et la perdent. Elle portait un uniforme d'hôpital, bleu foncé, la couleur de Saint-Anthony. Son quart de travail aurait dû se terminer à 23 heures. Elle était venue directement ici en voiture. Ses cheveux étaient toujours dans la tresse qu'elle portait pour le travail, des mèches s'en échappaient. Du mascara coulait sur sa joue gauche. Ses mains étaient jointes devant elle, les doigts entrelacés, et elle tremblait visiblement. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ou peut-être que je me la souvenais plus grande qu'elle ne l'était. Je suis resté à la porte longtemps. Elle a frappé de nouveau, plus doucement cette fois, comme si elle n'était pas entièrement sûre d'en avoir le droit. Je suis resté là et j'ai pensé, c'est le moment. Pas les 10 millions de dollars, pas le contrat Méridian ou le bureau Iwada ou aucun des chiffres que j'avais accumulés en 6 ans. Ce moment précis est celui qui déterminera à quoi ressembleront les 6 prochaines années. Je n'aurais pas pu vous dire à ce moment-là quel était le bon choix. J'ai ouvert la porte. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Ni l'une ni l'autre n'avons rien dit pendant plusieurs secondes. Je sais qu'il est tard, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. J'ai reculé. Pas une invitation exactement, plutôt comme retirer un obstacle. Elle est entrée. Je ne l'ai pas serrée dans mes bras. Je n'ai pas offert de café. Je suis resté dans ma cuisine, en chaussettes, et j'ai attendu. Elle est entrée lentement, comme quelqu'un entre dans une pièce à laquelle il a pensé mais qu'il n'a jamais vue. Elle a regardé le comptoir de la cuisine, la plante succulente, l'article encadré du Colorado bis sur le mur derrière mon bureau, visible de là où elle se tenait. Elle a regardé l'article un instant. C'est joli, Sharon, a-t-elle dit doucement. Pourquoi es-tu ici, Carla? Elle s'est tournée pour me faire face. Elle a ouvert la bouche, puis elle l'a refermée. Elle avait l'air de quelqu'un qui trie une longue liste de choses qu'elle avait préparées à dire, n'en trouvant aucune adéquate. Papa a eu un événement cardiaque ce soir, a-t-elle dit. La pièce était très silencieuse. Événement cardiaque, ai-je dit. Non stémie. Il est stable. Il est aux soins intensifs à Saint-Anthony. Ils vont faire un cathétérisme le matin. C'est prévu à 8 heures. Le docteur Harmon est de garde. Il ira bien. Elle l'a dit sur le rythme d'un rapport clinique. Voix d'assistante médicale. La voix que l'on apprend à utiliser lorsque l'information est émotionnelle, mais que la transmission doit être contrôlée. D'accord, ai-je dit. Elle m'a regardé. Elle attendait quelque chose et je pouvais le voir. La façon dont elle se tenait légèrement penchée en avant, préparée à une réponse qui ne vint pas. Il m'a demandé de ne pas t'appeler, a-t-elle dit. Cela a eu un effet différent, je l'ai senti, pas comme un choc exactement, car une partie de moi avait toujours su que c'était l'architecture sous-jacente au silence. Mais l'entendre dire clairement, dans ma cuisine à 1 heure du matin, était différent de le savoir abstraitement. Il t'a demandé de ne pas m'appeler, ai-je dit. Oui. Et tu m'as appelé quand même? Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a baissé les yeux sur ses mains, les mêmes mains que j'avais vues trembler à travers le Judas, et elle les a pressées à plat contre le comptoir. Je suis venu en voiture, a-t-elle dit. Je n'ai pas appelé, je suis venu. Il y avait une distinction là-dedans. Je n'étais pas encore sûr de ce que cela signifiait. Pourquoi, ai-je dit. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est dirigée vers la table de la cuisine et s'est assise sans y être invitée, sans demander. Elle s'est juste assise comme quelqu'un s'assoit quand il est resté debout trop longtemps et que son corps a finalement pris la décision pour lui. Elle s'est assise comme quelqu'un qui portait quelque chose de lourd pendant très longtemps et venait de le déposer. Quoi que ce fût, elle l'avait déposé sur ma table de cuisine et maintenant elle allait devoir dire ce que c'était. Je suis resté debout. J'ai attendu. En septembre 2019, a-t-elle dit, après que tu aies quitté ce dîner, après que papa ait dit ce qu'il a dit, il est resté avec nous trois un moment. Après que tu sois parti, elle s'est arrêtée, a recommencé. Il a dit, calmement comme il l'est toujours. Il a dit, Sharon va faire ça quoi que nous disions. Elle a pris sa décision. Et puis il a dit, nous ne la regarderons pas échouer publiquement.
Si elle revient, elle revient. D'ici là, nous lui laissons de l'espace. De l'espace, ai-je dit. C'est le mot qu'il a utilisé. Et tu as juste accepté. Elle est restée silencieuse un long moment. Alors je pensais qu'il avait raison, a-t-elle dit. À l'époque, je pensais qu'il comprenait mieux comment le monde fonctionnait que nous deux. Je pensais que le plus gentil était vraiment de prendre du recul, de ne pas regarder, de ne pas rendre les choses plus difficiles. Le plus gentil, ai-je dit. Sharon, alors tu m'as bloqué un mardi matin sans un seul mot. Oui. Et puis Thanksgiving et puis Noël et puis l'année suivante et celle d'après. Elle n'a pas répondu. Elle a regardé ses mains sur ma table. 6 ans, Carla. Je sais. 6 ans de. Je me suis arrêté. Non pas parce que je n'avais plus de mots. J'avais tout un inventaire de mots. J'en avais ajouté pendant 6 ans, une entrée à la fois. Les nuits où j'étais trop fatigué pour garder la comptabilité séparée du travail, j'avais tout le discours prêt. Je l'avais écrit dans ma tête 100 fois différente dans 100 humeurs différentes. Je n'ai rien dit de tout cela parce que je l'ai regardée, assise à ma table, et j'ai soudainement compris qu'elle savait déjà. Elle avait toujours su. Le discours que j'avais préparé n'était pas une information qui lui manquait. C'était une facture que j'essayais de lui présenter pour quelque chose qu'elle payait en privé, dans une monnaie que je ne pouvais pas voir, depuis des années. Je me suis assise en face d'elle. Le compte Instagram, ai-je dit. Elle est devenue très immobile. L'anonyme, ai-je dit. Le compte sans photo de profil ne suivant qu'un seul compte. Elle n'a rien dit. C'était toi, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit, oui. La cuisine était complètement silencieuse. Octobre 2020, ai-je dit. Le 13 octobre, a-t-elle dit. L'étude de cas de rebranding pour la télésanté. J'y ai pensé. Le 13 octobre 2020. J'étais à 6 mois d'une pandémie sans clients et avec 1840 $ en banque, mangeant des céréales pour le dîner et me demandant si j'avais commis une erreur irréversible. Et ma sœur avait trouvé mon travail, l'avait regardé et l'avait aimé derrière un mur d'anonymat qui la protégeait, qui maintenait le pacte intact, qui lui permettait de regarder sans être vue. Depuis combien de temps, ai-je dit. 5 ans, a-t-elle dit. Presque exactement. L'email, ai-je dit. L'email d'un seul mot. Félicitations au point. Elle a hoché la tête. Pourquoi, ai-je demandé, pas avec colère. J'avais dépassé la colère. J'étais quelque part au-delà, dans un territoire pour lequel je n'avais pas de nom clair. Pourquoi regarder pendant 5 ans et ne jamais rien dire? Pourquoi un compte anonyme? Pourquoi un email fantôme? Elle a respiré. Parce que j'avais besoin de savoir que tu allais bien, a-t-elle dit. Et je ne pouvais pas demander parce que demander aurait été. Cela aurait brisé la chose que papa avait construite. Cela aurait été un choix et je n'étais pas prête à faire ce choix. Mais tu regardais. Je regardais toujours. Chaque étape clé, chacune. Je suis resté avec ça. L'annonce de Méridian, ai-je dit. Février 2022. Le bureau Uiwada. Septembre 2024. Les 10 millions. Le 14 octobre, a-t-elle dit. J'ai vu l'article de suivi dans Colorado Biz. J'ai fait le calcul. Tu savais. J'en savais la majeure partie, a-t-elle dit. Depuis des années. Le silence s'est étiré entre nous. Dehors, Denver était calme comme il l'est après minuit en novembre. Ce calme hivernal spécifique où même les sons de la circulation sont différents, plus petits, plus prudents. Pourquoi maintenant, ai-je dit finalement. Tu savais pour les 10 millions. Tu aurais pu venir alors. Pourquoi ce soir? Elle m'a regardé. Et pour la première fois, je l'ai vue. Pas la Carla posée, pas l'assistante médicale, pas la personne qui avait exécuté la directive de mon père avec une précision clinique pendant 6 ans. J'ai vu l'autre, celle qui restait au téléphone jusqu'à 3 heures du matin. Celle qui connaissait mon écriture et mes habitudes nerveuses et la façon dont je devenais silencieuse quand j'étais submergé. Elle était terrifiée. Parce que j'avais peur, a-t-elle dit. Pas de ton échec. Ce n'a jamais été ça. J'avais peur de ce qui m'arriverait si je choisissais ton camp.
de ce que je perdrais. Ma position, ma place, la chose que j'avais été pendant 36 ans, celle qui faisait les choses correctement. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Je t'ai regardé construire quelque chose pendant 5 ans pendant que je restais au même étage à côté du bureau de papa, rentrant à la maison pour le brunch du dimanche, étant exactement ce que l'on attendait de moi. Et je n'arrêtais pas de me dire que j'avais fait le bon choix, que la stabilité était le bon choix, que la famille était le bon choix. Mais j'ai regardé l'humaine pendant 5 ans, Sharon. Je t'ai vu construire quelque chose à partir de rien, seul. Pendant que nous tous. Pendant que moi. Pendant que papa. Elle s'est arrêtée. Il avait tort, a-t-elle dit. Il avait tort, et je le savais en 2021, et je ne lui ai rien dit, ni à toi. Et je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi faire de ça. Je le porte depuis 4 ans, et je ne sais pas quoi en faire. Je l'ai regardé. J'ai pensé à ce que cela aurait signifié en 2021 pour Carla de défier mon père, de m'appeler, de dire « Je vois ce que tu construis ». J'avais tort. J'ai pensé à ce que cela lui aurait coûté, les brunchs du dimanche, le poste à Saint-Anthony, l'identité autour de laquelle elle avait organisé toute sa vie d'adulte. J'ai pensé si j'aurais eu le courage si nos positions avaient été inversées. Ce soir, ai-je dit. Il était aux urgences et il t'a dit de ne pas m'appeler. Il l'a dit dans l'ambulance, a-t-elle dit, avant même que nous arrivions à l'hôpital. Il m'a regardé et il a dit, n'appelle pas Sharon. Et je suis resté assise aux urgences pendant 3 heures, pensant aux 5 ans de ce compte. L'email que j'ai envoyé d'une adresse fantôme parce que je ne pouvais pas l'envoyer de ma vraie adresse, le timbre que tu n'as jamais envoyé. Je suis devenu très immobile. J'ai vu l'article du Colorado Bees, a-t-elle dit doucement. J'ai vu que tu avais acheté le timbre en arrière-plan d'une photo que tu as publiée. Il était sur ton bureau, sur l'enveloppe. Tu l'avais adressé. Tu ne l'as jamais envoyé. J'ai pensé au timbre. L'enveloppe avec l'adresse de mes parents écrite de ma main. Les 2 semaines qu'il a passées dans la poche de mon manteau avant que j'arrête de le porter. Non, ai-je dit, je ne l'ai jamais envoyé. Je sais, a-t-elle dit. Parce que je ne voulais pas de réponse, ai-je dit. Je ne voulais pas lui donner l'occasion de dire la mauvaise chose à ce sujet. Elle a hoché la tête. Je comprends cela maintenant, a-t-elle dit. Nous sommes restés silencieux un moment. Pourquoi n'as-tu pas pris contact il y a des années, ai-je dit, quand tu savais que je n'échouais pas? Quand tu savais que l'écart que je voyais était réel. Quand tu avais des preuves. Parce que venir à toi avec des preuves me donnait l'impression de. Comme si je venais me féliciter d'avoir douté de toi. Comme si je voulais être crédité d'avoir finalement remarqué ce qui aurait dû être évident. Elle a regardé ses mains. Je ne méritais pas de venir à toi quand les choses allaient bien pour toi. Je pensais que si je devais jamais venir, ce devait être parce que je t'avais choisi, pas parce que tu l'avais rendu sûr. Et ce soir, ai-je dit, était la première fois que tu me choisissais. Ce soir, a-t-elle dit, était la première fois que je lui refusais quelque chose en 36 ans. La pièce était très, très silencieuse. Je me suis assise en face d'elle et j'ai pensé à tout ce que j'avais cru que le silence signifiait. J'avais cru que cela signifiait qu'elle était d'accord avec lui, qu'elle avait regardé mon plan, mon ambition, et moi, et était parvenue au même verdict. Pas la peine, pas sérieux, pas assez. J'avais construit les 3 premières années de l'humaine créative. En partie en réponse à ce verdict, en partie pour le réfuter. Mais ce n'était pas ce que cela avait été. Ce n'avait pas été du mépris. Cela avait été de la peur. La peur spécifique de Carla. La peur d'une personne qui s'est définie entièrement par une chose et ne peut pas risquer la chose qui l'obligerait à se redéfinir. C'était plus petit que je ne l'avais imaginé dans mon esprit. Et d'une certaine manière, cela rendait les choses plus difficiles. J'ai passé 6 ans à penser que tu me détestais, ai-je dit. Ma voix était égale. Ou que je t'avais tellement déçu que je ne valais pas la peine d'être gardé. Que j'avais fait quelque chose d'impardonnable juste en voulant une vie différente. Elle m'a regardé. Tu ne me détestais pas, ai-je dit. Tu avais peur. Et d'une certaine manière, c'est plus difficile à supporter que la haine, parce qu'au moins si tu me détestais, cela aurait été à mon sujet. Un verdict sur qui j'étais ou ce que je faisais. Quelque chose contre quoi je pouvais m'opposer.
J'ai marqué une pause. Mais ce n'était pas du tout à mon sujet, n'est-ce pas? Ce n'a jamais vraiment été à mon sujet. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Est-ce qu'il sait, ai-je dit, à propos de l'humaine, à propos des 10 millions? Non, a-t-elle dit. Je ne lui ai jamais dit. M'a-t-il déjà demandé de mes nouvelles en 6 ans? Elle a respiré. Une fois, a-t-elle dit, il y a environ 2 ans, il m'a demandé si j'avais eu de tes nouvelles. J'ai dit non, ce qui était techniquement vrai. Tu ne m'avais pas contacté. Il a dit, elle reviendra quand elle sera prête. Et puis il a changé de sujet. Elle reviendra quand elle sera prête, ai-je répété. Oui. J'ai hoché la tête. J'ai pensé à mon père. Pas la version froide que j'avais portée. La version qui posait sa fourchette et rendait des verdicts avec une précision clinique. L'autre version, l'homme qui avait passé 25 ans à croire que la chose la plus aimante que l'on pouvait faire pour quelqu'un était de le protéger des conséquences de ses propres choix. Qui m'avait regardé marcher vers quelque chose dont il était certain que cela me briserait et s'était détourné parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir la rupture. Qui avait demandé de mes nouvelles une fois tranquillement après 2 ans et était ensuite passé à autre chose parce que passer à autre chose était la seule chose qu'il savait faire avec les choses qu'il ne pouvait pas réparer. Il attendait que je revienne. Il attendait depuis 6 ans. Dans son cadre, revenir signifiait que j'avais recalibré, que j'avais accepté la réalité, que le silence avait fait son travail. Il ne savait pas qu'il attendait la mauvaise chose. D'accord, ai-je dit. Carla m'a regardé. D'accord, ai-je répété, juste cela parce que je n'avais rien d'autre à ce moment-là. Pas le pardon, c'était trop vaste et trop compliqué pour 2 heures du matin sur une chaise de cuisine. Pas l'absolution, pas le discours que j'avais composé pendant 6 ans. Juste d'accord. La prochaine étape, le petit point d'appui. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis juin 2019. Elle avait l'air épuisée. Pas épuisée de cette nuit, épuisée depuis des années. Le genre de fatigue qui s'accumule sur une longue période et se lit sur le visage, dans les épaules, dans la façon dont quelqu'un tient ses mains quand il pense que personne ne regarde. Je l'ai reconnue. J'avais eu exactement le même air une fois. Il était 2h30 du matin. Je ne l'ai pas laissée rentrer chez elle en voiture. Non pas parce que je lui avais pardonné. Je ne l'avais pas fait. Pas proprement, pas encore. Mais parce qu'il était 2h30 du matin et qu'elle avait été à l'hôpital pendant 3 heures et que ses mains avaient tremblé quand j'avais ouvert la porte et qu'elle était ma sœur et ses faits existaient indépendamment de tout le reste. J'ai pris une couverture dans le placard, un oreiller, le canapé, ai-je dit. Tu peux partir à 6h30 si tu dois être là pour le cathétérisme. Elle a pris la couverture. Ses mains avaient cessé de trembler. Merci, a-t-elle dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Prudente, petite, incertaine de son propre accueil. Ouais, ai-je dit. Je suis allé me coucher. Je me suis allongé dans le noir et j'ai pensé, ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas la réconciliation. Ce n'est pas la fin de quoi que ce soit ni le début de quoi que ce soit que je puisse clairement nommer encore. C'est juste la prochaine étape, le premier petit pas dans le territoire qui vient après 6 ans de silence. Et je peux décider de ce qui vient après la prochaine étape quand j'y serai. J'ai pensé à mon père, stable aux soins intensifs à Saint-Anthony, à 3 pâtés de maison de l'endroit où il avait exercé pendant 25 ans. J'avais son numéro. Je ne l'avais jamais supprimé malgré tout. Je ne l'avais jamais supprimé. Je pouvais appeler le matin. Je pouvais marcher les 0,8 milles jusqu'à l'hôpital et m'asseoir dans la salle d'attente pendant qu'il faisait le cathétérisme et être là quand il sortirait. J'ai pensé à ce qu'il avait dit il y a 2 ans. Elle reviendra quand elle sera prête. Il voulait dire de la patience, comme une porte ouverte, mais c'était la mauvaise porte. Il attendait que je franchisse une entrée qui m'obligeait à avoir eu tort, à revenir diminuer, recalibrer, ayant besoin de la structure que j'avais abandonnée. J'avais construit quelque chose. Je n'avais pas eu tort. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet. À l'intérieur se trouvait un journal, le même que je tenais depuis 2019. J'ai tourné à l'entrée du 19 septembre 2019. Carla m'a bloqué aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce que cela signifie. Je vais le découvrir. J'ai fermé le journal sans rien ajouter.
Je l'ai remis dans le tiroir. J'ai fermé les yeux. 6h30 du matin. Je me suis réveillé au son de mouvements dans la cuisine. Quand je suis sorti, Carla était déjà debout, assise à table avec une tasse de café qu'elle s'était faite. Elle était toujours dans son uniforme. Ses cheveux étaient refaits, tirés proprement en arrière, la tresse en place. Elle s'était lavé le visage. Elle ressemblait de nouveau à elle-même, la version posée, l'assistante médicale, la fille qui faisait les choses correctement, sauf qu'elle était assise à ma table dans mon appartement. Et ses mains étaient enroulées autour de la tasse comme si elle avait besoin de la chaleur. Je me suis assise en face d'elle. Je retourne à 7 heures, a-t-elle dit. Le cathétérisme est à 8 heures. Le docteur Harmon est bon. Il ira bien. D'accord, ai-je dit. Nous sommes restés un instant. Dehors, la lumière se levait sur Wash Park. Cette lumière particulière du début de l'hiver, grise et fine et d'une certaine manière toujours belle, si l'on voulait la regarder pour ce qu'elle était plutôt que pour ce qu'elle n'était pas. Tu veux que je te dise comment ça se passe, a-t-elle demandé à propos du cathétérisme. Tu veux que je t'envoie un SMS? Je suis resté avec ça. J'ai pensé à ce que Will signifiait. Pas seulement aujourd'hui, le résultat du cathétérisme, la mise à jour, le rapport clinique livré par SMS entre deux personnes qui étaient toujours au bord de 6 ans de distance, essayant de décider combien de cette distance franchir. J'ai pensé à ce que Will signifiait pour l'avenir. La conversation avec mon père qui n'avait pas encore eu lieu, les brunchs du dimanche où je n'étais pas allé. La forme de tout ce qui viendrait ensuite. J'ai pensé à la porte que j'avais laissée entr'ouverte pendant 5 ans pendant qu'un compte anonyme observait chaque étape clé en silence. Oui, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Elle s'est levée, a rincé sa tasse dans l'évier, l'a posée sur l'égouttoir. Elle a mis son manteau. Elle a pris ses clés. À la porte, elle a fait une pause. Elle s'est retournée vers la cuisine, vers le comptoir, la plante succulente, l'article encadré au mur. La plante succulente, a-t-elle dit. C'est de quand tu as eu le bureau de Rhino? 2022, ai-je dit. Elle l'a regardé un instant. Bien, a-t-elle dit. Puis elle est partie. Je suis resté assise à ma table de cuisine après son départ. Sa tasse de café était sur l'égouttoir. L'appartement était silencieux de la manière particulière qu'il l'est après le départ de quelqu'un. L'absence spécifique d'une présence qui était juste là. J'ai pensé à appeler mon père. J'avais mon téléphone sur la table. J'avais son numéro. J'avais son numéro depuis 6 ans, inchangé, jamais supprimé, assis dans mes contacts comme une phrase que je n'avais pas fini d'écrire. J'ai pris le téléphone. Je l'ai reposé. Non pas par colère. Je veux être clair à ce sujet. La colère avait été le mauvais mot pour ce que j'avais porté pendant la majeure partie de cela. C'était quelque chose de plus compliqué, de plus structurel. C'était la compréhension que mon père avait une porte ouverte pour moi. Il m'avait attendu de la franchir pendant 6 ans. Mais cette porte menait à la conversation de septembre 2019. Ah, tu avais tort. J'avais raison. Maintenant tu comprends. À une version de moi qui avait eu besoin de sa permission pour commencer et aurait maintenant besoin de sa permission pour continuer. J'avais une porte aussi. La mienne s'ouvrait différemment. Mon père allait bien. Il ferait le cathétérisme à 8 heures. Il serait en convalescence à midi. Et quelque part dans les semaines ou les mois à venir, il y aurait une conversation, peut-être plus d'une. Je ne savais pas quelle forme cela prendrait. Je ne savais pas si le cadre qu'il avait construit, celui où le silence était gentillesse et où le bon chemin était le chemin éprouvé, serait jamais entièrement démantelé. Je ne savais pas si je voulais être celle qui le démantèlerait. Mais je n'étais pas prête à avoir cette conversation aujourd'hui. Et pour la première fois en 6 ans, ne pas être prête ressemblait à un choix que j'étais autorisé à faire. Pas une blessure, pas une retraite, un choix, calme, délibéré, fait les 2 yeux ouverts. Il avait gardé la porte ouverte pour que je revienne à ses conditions. J'avais ma propre porte. Elle s'ouvrait aux miennes. Je suis allé travailler à 8 heures du matin. J'ai répondu à 3 emails, examiné une proposition, pris une note pour Daniel à propos du prospect de Phoenix. À 9h15, j'ai eu un appel avec un nouveau client à Nashville.
À 11h17 du matin, mon téléphone a vibré. Un SMS de Carla. Il est sorti. Cathétérisme s'est bien passé. 2 stents. Il sera à la maison jeudi. Je l'ai regardé un instant. J'ai tapé en retour, merci. 2 mots. Je les ai envoyés, j'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai terminé mon appel. Nous n'avons pas reparlé depuis, mais le silence entre nous est différent maintenant. L'ancien silence était scellé, lisse des deux côtés, sans prise, nulle part où s'accrocher. Celui-ci contient quelque chose. Il contient la conversation que nous avons eue à 1h du matin. Il contient la tasse de café sur l'égouttoir. Il contient le mot bien, qu'elle a dit avant de sortir. Ce silence contient une porte. Et cela, pour l'instant, est suffisant. Voici ce que 6 ans de construction dans l'ombre m'ont appris. Les gens qui vous sous-estiment sont souvent plus effrayés que vous. Mon père n'était pas un homme cruel. C'était un homme qui avait passé toute sa vie d'adulte à l'intérieur d'une seule définition de succès, gagné par la discipline, accrédité, lisible, prouvé. Et me voir m'en éloigner était pour lui comme regarder quelqu'un sauter d'une corniche. Il pensait que la réponse la plus gentille était de prendre du recul et de laisser la chute se produire sans témoin, de ne pas rendre les choses plus difficiles, d'attendre. Il avait tort à propos de la chute. Mais j'ai cessé d'avoir besoin qu'il le sache pour pouvoir avancer. Ma sœur n'était pas une méchante. C'était une personne qui avait organisé toute son identité autour d'un ensemble d'attentes. Et me choisir l'aurait obligée à tout remettre en question. Et elle n'était pas prête. Et la peur n'est pas la même chose que la cruauté, même si elle peut produire les mêmes résultats. Elle a regardé pendant 5 ans derrière un mur qu'elle ne savait pas comment abattre. Et quand elle a finalement craqué, ce n'était pas parce que j'avais atteint 10 millions de dollars. Ce n'était pas parce que j'avais prouvé quoi que ce soit. C'était parce qu'elle était effrayée et fatiguée. Et elle n'était pas prête à maintenir le silence une fois de plus. Ce n'est pas une rédemption dramatique. Ce n'est pas une résolution nette. Les choses réelles le sont rarement. Ce que je sais, c'est ceci. J'ai construit 10 millions de dollars de chiffre d'affaires alors qu'on me disait en silence que je ne pouvais pas le faire. Et la chose la plus importante que j'ai construite n'était pas le chiffre d'affaires ou le bureau ou l'équipe. C'était la compréhension que les cadres de ce qui est possible pour les autres ne sont pas des faits vous concernant. Ce sont des faits les concernant. Si vous construisez quelque chose en ce moment, si vous êtes dans la partie de l'histoire où le compte bancaire est dans le rouge et que les gens que vous aimez sont devenus silencieux et que la seule preuve que vous ne faites pas une erreur est votre propre certitude. Je veux que vous entendiez ceci. Leur silence n'a jamais été un verdict. C'était un mur qu'ils ont construit parce qu'ils avaient peur de ce que vous pourriez prouver. Continuez à construire.